Si tout se passe comme prévu, les astronautes poseront le pied sur la Lune dès 2028. Certains y voient plus loin et veulent y installer une base permanente et autonome. Mais vivre sur la Lune n'a rien d'évident. Il faut de l'air, de l'eau, de la nourriture et de l'énergie, tout en faisant face à un environnement totalement hostile. Alors, est-ce réellement possible? Le premier problème pour vivre sur la Lune, c'est l'air. Sur Terre, l'atmosphère est composée à 78% d'azote et à seulement 21% d'oxygène. L'azote pose peu de problèmes. Il n'est pas consommé par le corps et peut donc être stocké et transporté en une seule fois depuis la Terre. En revanche, l'oxygène est indispensable et son approvisionnement devient un vrai défi. Dans la Station spatiale internationale, l'oxygène est régulièrement livré par des capsules Soyouz depuis la Terre, mais l'ISS est à seulement 400 km d'altitude, tandis que la Lune se situe à 384 000 km de la Terre. Compter sur des livraisons régulières depuis la planète bleue n'est donc pas une solution viable pour une colonie lunaire. Heureusement, la Lune elle-même contient de l'oxygène piégé dans son régolithe, cette couche de poussière et de roches qui recouvre sa surface. Pour l'extraire, plusieurs techniques sont envisagées. L'une consiste à chauffer le régolithe avec un puissant laser pour libérer l'oxygène enfermé dans les minéraux, et l'autre technique utilise l'électrolyse après avoir transformé le régolithe en une forme exploitable. Ces méthodes ont été testées en laboratoire et montrent qu'il y a largement assez d'oxygène pour soutenir un archipel de colonies permanentes pendant des millions d'années. Le principal obstacle reste l'énergie considérable nécessaire pour ces procédés. Le deuxième problème pour vivre sur la Lune, c'est l'eau. Un astronaute à bord de l'ISS consomme environ 4 litres d'eau par jour pour boire, cuisiner et se laver. Sur la Lune, les températures extrêmes rendent impossible l'existence d'eau liquide à sa surface. Pourtant, ce n'est pas seulement un désert sec. Au pôle lunaire, dans les cratères éternellement à l'ombre, les instruments orbitaux ont confirmé la présence de glaces d'eau piégées dans le sol, parfois depuis des milliards d'années, là où le soleil ne brille jamais. Dans ces zones extrêmement froides, la glace pourrait représenter des milliards de tonnes d'eau, bien plus qu'il en faudrait pour une base permanente. Ces dépôts glacés sont l'une des raisons pour lesquelles la NASA et d'autres agences reviennent sur la Lune, comme expliqué dans la dernière vidéo. Mais cette eau n'est pas immédiatement consommable. Elle est mélangée au régolithe ou enflammée sous plusieurs mètres de sol. Pour la rendre utilisable, il faudra l'extraire et la purifier. Plusieurs techniques sont envisagées. La première consiste à chauffer le régolithe pour sublimer la glace et la transformer en vapeur d'eau, qui peut ensuite être condensée et stockée. Cette méthode est relativement simple, mais demande une quantité d'énergie importante. Une autre approche consiste à forer le sol pour récupérer la glace au pôle, puis la traiter dans des systèmes de filtration et de purification, similaires à ceux déjà utilisés sur l'ISS, pour recycler l'eau de l'urine et de la transpiration. Le troisième problème pour vivre sur la Lune, c'est la nourriture. Les produits frais et la viande traditionnelle, on l'oublie tout de suite, et les aliments très transformés ne peuvent pas constituer la base de l'alimentation sur le long terme. Les colons devront donc devenir de véritables agriculteurs spatiaux, capables de produire eux-mêmes la quasi-totalité de leur nourriture. Une piste sérieuse pour faire pousser des plantes sur notre satellite est l'hydroponie, c'est-à-dire la culture de plantes dans l'eau enrichie en nutriments plutôt que dans de la terre. Ce système permet de recycler l'eau et les nutriments, de contrôler précisément la lumière et la température, et de protéger les plantes des radiations. Les expériences menées dans l'ISS ont déjà montré qu'il est possible de faire pousser des légumes et même des fruits dans ces conditions avec un rendement correct. L'inconvénient principal reste la complexité du système. Il faut surveiller en permanence la qualité de l'eau et des nutriments, éviter des maladies et maintenir l'éclairage artificiel, ce qui demande de l'énergie et de l'entretien régulier. Sur le long terme, l'élevage de poissons dans de grands aquariums pourrait compléter l'alimentation. Ces poissons, de facto extraterrestres, permettraient de produire des protéines avec un rendement bien supérieur à celui de la viande classique. Ils ont besoin de moins d'espace et de moins de ressources. De plus, c'est un cycle quasi fermé où l'eau est recyclée. Les nutriments des plantes nourrissent les poissons et les déchets des poissons fertilisent les plantes. Cette approche circulaire maximise l'efficacité de la production alimentaire et limite les besoins d'apport extérieur. Les colons pourraient progressivement atteindre un système alimentaire presque autonome, capable de soutenir une population réduite sur le long terme. Le quatrième problème pour vivre sur la Lune, c'est l'énergie. Pour faire fonctionner une base lunaire, il faut beaucoup d'énergie. La solution la plus simple et la plus évidente repose sur les panneaux solaires. Pour cela, la Lune offre un avantage unique. Au pôle sud, certains sommets de cratères restent exposés au soleil presque en continu. Ces pics de lumière éternelle permettent de capter de l'énergie solaire pendant une grande partie de l'année et expliquent pourquoi la NASA a choisi le pôle sud comme zone d'atterrissage pour la mission Artemis 3 en 2028. Pour autant, l'énergie solaire seule ne suffit pas. Les nuits lunaires durent environ 14 jours terrestres et même au pôle, il peut y avoir des périodes d'ombre prolongées. Il est donc nécessaire de stocker l'électricité produite, par exemple dans des batteries haute capacité, ou de recourir à des petits réacteurs nucléaires capables de fournir une énergie continue, quelles que soient les conditions d'ensoleillement. Ces solutions permettront de maintenir les systèmes vitaux et les cultures hydroponiques en fonctionnement sans interruption. Sur le long terme, d'autres sources d'énergie plus ambitieuses pourraient compléter ce système. Le sol lunaire contient de l'hélium-3, un isotope rare sur Terre, mais potentiellement utilisable comme combustible pour la fusion nucléaire. Si cette technologie venait à être maîtrisée, elle pourrait fournir une source quasi illimitée d'énergie propre et continue pour des colonies plus vastes. Pour l'instant, l'exploitation de l'hélium-3 reste largement spéculative, mais elle montre que la Lune pourrait devenir un lieu habitable et un fournisseur d'énergie pour l'humanité.
Même si l'on parvient à produire de l'air, de l'eau, de la nourriture et de l'énergie, plusieurs obstacles majeurs subsistent. La poussière lunaire est l'un des plus sérieux. Extrêmement fine et abrasive, elle s'infiltre partout, endommage les équipements et peut devenir toxique pour les poumons. La gravité, 6 fois plus faible que sur Terre, pourrait aussi avoir des effets encore mal connus sur le corps humain à long terme. À cela s'ajoutent les micrométéorites et les radiations cosmiques, contre lesquelles la Lune n'offre aucune protection naturelle. En théorie, ces problèmes peuvent être maîtrisés, mais une base totalement autonome reste impossible aujourd'hui. La production alimentaire et la maintenance des infrastructures ne permettent pas encore de se passer de la Terre. Les scénarios optimistes parlent d'une base quasi autosuffisante dans la seconde moitié du XXIe siècle. Cependant, les projections les plus prudentes repoussent de véritables colonies indépendantes au XXIIe, voire au XXIIIe siècle. En bref, on peut camper durablement sur la Lune, mais pour l'instant, on ne peut pas y vivre en autonomie. La colonisation lunaire est un objectif ambitieux, possible sur le long terme, mais qui demandera encore des décennies de recherche et de développement technologique.